Mais voilà, cette vidéo, c'est de la FAQ des souscripteurs de janvier 2024 et elle sera mise en public, comme je l'avais dit, je m'y étais engagé, parce que donc, ce sont des gens qui me soutiennent financièrement, le nerf de la guerre. Donc je les remercie et si vous voulez les rejoindre et pouvoir me poser vos questions auxquelles je répondrai donc dans cette vidéo, parce que pendant le live public que je fais désormais mensuellement, je recommence le cycle, je ne peux pas répondre à la plupart des questions qui me sont posées, alors qu'ici, toutes les questions, j'essaye de leur trouver une réponse. Alors c'est pas forcément la meilleure réponse, parce que justement, je ne suis pas Dieu et je suis pas omniscient, mais j'essaye d'apporter mes connaissances et ma compréhension de la situation. Donc, si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description. Je répondrai aussi à vos questions et à vos mails via Patreon, puisque si vous me soutenez financièrement, vous êtes ma priorité. Voilà, alors que je ne réponds pas nécessairement aux gens qui m'envoient des mails ou qui me laissent des commentaires sous les vidéos publiques. Ceci étant dit, nous allons passer aux questions qui m'ont été posées. Il y en a une vingtaine. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors, première question. Conversano a parlé récemment de la constitution d'une union occidentale contre l'islam. Là aussi, ne vient-il pas sur tes positions exprimées lors de votre débat de 2018 selon lesquelles, pour lutter contre l'immigration extra-européenne, la ligne anti-islam idéologique était plus pertinente que la ligne racialiste? Oui, certes, il vient sur mes positions, mais moi j'ai déjà avancé et j'ai découvert Golitsyn, j'ai identifié l'attaque biologique de la Chine, la guerre hors limite et tout le reste. Donc là maintenant, il faut voir la guerre dans laquelle on est, ne pas avoir une guerre de retard. C'est pas une guerre religieuse, c'est une guerre, ou alors, à moins de considérer le communisme comme une religion, parce que c'est une guerre que nous mène le communisme avec ses alliés, et notamment islamiques. Donc oui, Daniel m'a rejoint sur ma ligne de 2018, mais depuis, il me rejoint petit à petit sur ma ligne de 2023-2024, ou de 2020 plutôt, puisque c'est une ligne que je tiens maintenant depuis 2020, que j'ai compris qu'il y avait une alliance anti-occidentale, anti-libérale, anti-chrétienne, etc., de la part des communistes, des islamistes. Et donc, j'œuvre pour que Daniel et d'autres me rejoignent sur cette ligne maintenant. Alors, il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres, mais ils seront obligés d'y venir. De toute façon, l'ouverture du front en Ukraine, puis en Israël, et bientôt, on y reviendra parce qu'il y a des questions sur le sujet, d'autres fronts qui vont s'ouvrir, à mon avis, en 2024, les amènera forcément à ce positionnement. Donc, positionnement, c'est la défense de l'Occident au sens large et au sens chrétien, très important, et notamment protestant réformé, puisque l'Église, pour l'instant, catholique, a pris fait et cause de l'ennemi. Elle est du côté russo-chinois, elle est du côté islamique, elle est du côté de nos ennemis. Elle pousse une immigration à fond, elle pousse un agenda LGBTQ dont on sait que ça détruit les fondements d'une civilisation. L'Occident est chrétien, entend le rester, et donc tous ceux qui s'opposent à l'Occident chrétien sont nos ennemis. C'est aussi simple que ça. Et l'Occident chrétien est tolérant, donc il permet d'avoir en son sein des musulmans, des athées, des chrétiens évidemment, et tout type de croyances. Mais il y a des questions de proportion, et l'Occident chrétien doit rester majoritairement chrétien pour se maintenir et maintenir ses anticorps, justement. Et là, on voit que plus la proportion de protestants réformés qui sont les élus, donc qui sont le cœur battant de l'Occident, quand ce nombre de protestants réformés et quand la doctrine baisse, eh bien, l'Occident baisse avec. Hein, c'est logique. Alors que quand ils sont nombreux, ils diffusent sa vision du monde, y compris en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. C'est pour ça que des pays comme le Japon, Taïwan, la Corée du Sud s'occidentalisent, comme on le dit. C'est quoi l'occidentalisation? C'est la diffusion de la pensée réformée protestante, soit directement via la conversion, soit via ses fruits, et notamment le capitalisme.
2. La victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas est-elle une victoire de la vraie droite selon toi? Tu avais d'ailleurs rencontré Geert Wilders, il me semble, en compagnie d'Oscar Freisinger. Oui. Bon, alors on ne s'est pas parlé parce que, de toute façon, il était toujours avec 2 ou 3 gorilles autour de lui. Et puis, ce n'était pas le but de cette rencontre. J'avais accompagné Oscar Freisinger, en effet, en Hollande, par rapport à une conférence de presse commune qu'ils avaient faite sur l'islam. Donc, évidemment, je partage son analyse sur l'islam, mais j'ai découvert qu'il était pro-russe et qu'il s'était rapproché du parti de Thierry Baudet, un ultra pro-russe. Donc, ça le disqualifie évidemment. Donc, c'est pas la vraie droite. Non, la vraie droite est anti-Poutine, parce qu'on ne peut pas dire que la vraie droite est anti-russe. Ça serait stupide. Si la Russie va dans le sens de l'Occident, elle devient notre allié. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle elle est contre l'Occident et soutenue en cela par beaucoup de catholiques français d'ailleurs. À ma grande, c'est ce que j'ajoute par rapport parce que vous avez les catholiques, on va dire, qui reconnaissent le pape et qui sont pro-gauche carrément, donc pro-immigration. Voilà, donc ça c'est un versant des catholiques. Et vous avez l'autre versant des catholiques qui sont plus durs, plus anti-LGBT, plus et ces gens-là sont pro-Poutine. Donc finalement, le catholicisme d'un côté ou de l'autre, malheureusement, est du mauvais côté. Donc Geert Wilders, non, c'est pas la vraie droite, c'est la fausse droite. 3. Question utopique. Dans un hypothétique changement radical des élites françaises, en rentrant officiellement en Troisième Guerre mondiale, seriez-vous intéressé et partant pour jouer un rôle politique, stratégique ou militaire au sein d'un gouvernement pour défendre et sauver notre pays? Vous arrive-t-il d'y penser en vous rasant le matin? Alors ça, je dirais, c'est entièrement à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui choisit ceux qui sont aptes à mettre en œuvre sa volonté au moment où il l'a décidé. Donc moi, j'ai souvent voulu des choses et Dieu m'a amené sur d'autres terrains. Il y a plein de versets de la Bible qui le confirment. L'homme médite son chemin, mais c'est Dieu qui guide ses pas. Donc, moi, je suis ouvert à tout, évidemment, dès lors que ça fait avancer la volonté de Dieu. Et cette volonté peut s'avancer de façon politique. Mais sachez que Dieu fait d'un mal un bien, donc il peut permettre à des gens comme Macron, Poutine et Biden et Xi Jinping de s'élever à des hauts niveaux politiques pour démontrer comment il va en triompher et comment, comme il l'a fait avec Hitler ou avec Staline ou d'autres. Donc, voilà, moi je ne pense pas que ça soit d'actualité. En tout cas, c'est vrai que je vois pas mal de problèmes arriver en Europe avec cette guerre, et notamment en France, parce qu'on a des collabos des russo-chinois qui, alors, osent de moins en moins l'avouer, comme on l'a vu, mais qui restent du côté russo-chinois. Et ils sont schizophrènes, puisqu'ils doivent montrer au peuple et au monde qu'ils sont du côté ukrainien et occidental, alors qu'ils sont profondément anti-occidentaux. Donc, je vois avec les nominations d'homosexuels non repentis, comme Gabriel Attal, comme Premier ministre, je vois arriver Sodome et Gomorrhe. Or, comme je l'ai écrit sur Telegram récemment, Sodome et Gomorrhe, on sait ce qui est arrivé à ces deux villes. Et donc, une fois que... Alors, je ne sais pas si ça sera une attaque nucléaire ou quoi, parce que l'équivalent de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, ça serait une attaque nucléaire. Et la Russie a menacé, j'ai même des extraits dans ma dernière vidéo montage du best-of de janvier 2024, la Russie, sur sa chaîne principale, a menacé à plusieurs reprises la France du feu nucléaire. Ce qui fait que les pro-russes sont vraiment du côté de l'ennemi, là, pour le coup. Et donc, si Paris était rayé de la carte, ce qu'il ne faut pas complètement mettre de côté, dans une tentative pour les russo-chinois de prendre le pouvoir au niveau mondial et d'imposer leur gouvernement mondial, eh bien, moi, je suis à 17 000 km et j'ai d'ailleurs été emmené ici par Dieu. Ce n'est pas mon choix non plus. Et tout ce qui paraît délirant quand on n'est pas chrétien pourrait prendre du sens si ce scénario catastrophe, que je ne souhaite pas évidemment, arrivait, parce qu'à Paris, on est dans un pays tellement
centralisé que la plupart des responsables politiques et économiques du pays s'y trouvent. Donc, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'ose pas imaginer aujourd'hui, parce que ce serait une telle catastrophe au niveau mondial, mais je pense que ça reste dans le domaine du possible, voire du probable, et ce fameux déluge de sang est tout à fait envisageable. Et moi, en étant si loin, je pourrais éventuellement, si c'est la volonté de Dieu, jouer un rôle par la suite. Si la plupart de ceux qui dirigent la France aujourd'hui et qui nous empêchent d'aller dans le bon sens ne sont plus là pour une raison ou pour une autre, parce que à part un changement aussi radical que celui-là, je me vois mal entrer dans quelque gouvernement que ce soit avec mes idées. En tout cas, dans la situation actuelle, c'est hors de question, mais si la guerre avance, en effet, vous savez, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des personnalités qui ont émergé, qui n'auraient jamais fait parler d'elles en dehors de la guerre. 4. La guerre s'est étendue au Moyen-Orient. Où se situeront les prochains mouvements selon toi? Asie-Pacifique, Japon, de Corée, Inde, Chine, Amérique latine. Oui, ben voilà, vous les avez cités. Il y a toujours l'Afrique qui reste une zone problématique, mais là maintenant que la France se fait virer, mais il reste encore des pays où la France est encore présente. Donc en Afrique, il s'agit de virer les intérêts français ou américains. En Amérique du Sud, il s'agit de créer la subversion, comme on le voit, il y a une question après sur l'Équateur, donc voilà. Donc l'idée, c'est à chaque fois de virer même en Europe de l'Est, avec, comme on l'a vu en Slovaquie, où ils ont mis en place, je parle des Russo-Chinois, quelqu'un qui est complètement inféodé à leurs intérêts. Donc à chaque fois, c'est soit par la subversion arriver à mettre quelqu'un en place, donc ils ont échoué à Taïwan par exemple, et ce qui me fait dire que, en effet, l'attaque de Taïwan, ou le blocus en tout cas de Taïwan, reste possible. Notamment, il faudra être très vigilant au printemps. Pour les autres zones, la Corée du Nord et la Corée du Sud aujourd'hui, c'est ce qui paraît le plus dangereux, avec la Moldavie et les pays baltes pour l'Europe. Quant à l'Amérique latine, eh bien, là, ça se stabilise en Équateur. Le Venezuela n'avance plus pour l'instant, mais voilà, ça peut reprendre du jour au lendemain. L'Inde et la Chine, je sais que c'est le dada de Philippe Fabry, mais moi, j'y crois pas trop, parce que ces deux grandes puissances-là, elles n'ont aucun intérêt à vraiment aller plus loin, parce que ça serait catastrophique pour les deux. Et quant au Japon, c'était la première cible de la Russie avant qu'ils ne s'en prennent finalement à l'Ukraine. Ça peut revenir sur le devant de la scène parce que le Japon a largement, là aussi, désarmé depuis la Deuxième Guerre mondiale pour les raisons qu'on sait. Et donc, ils sont assez vulnérables, même s'ils s'arment à grande vitesse. Cinquième question. Une victoire de Nikki Haley pourrait-elle faire tomber les masques dans les médias et pour Macron, dans la mesure où un conservateur ou une conservatrice au pouvoir déchaînera à nouveau l'anti-américanisme dans les médias français, comme du temps de Reagan, de George Bush et de Trump, les mêmes qui pourraient peut-être bien plus taper sur les États-Unis que sur la Russie à ce moment-là. Alors c'est vrai que la situation actuelle, comme Biden est au pouvoir, notamment dans les médias de l'oligarchie, on a beaucoup moins d'anti-américanisme primaire que sous Trump. Trump, en plus, étant un mâle blanc de plus de 65 ans, là, c'est la totale. Nikki Haley, ça serait plus difficile de taper sur elle, étant donné que c'est une femme d'origine étrangère, indienne, encore que ça se voit pas trop, sur son visage, je veux dire. Et donc, elle est conservatrice, mais elle a des positions, par exemple, je pense sur l'avortement, qui font partie des sujets absolument fondamentaux pour la doxa française. Elle a des positions qui sont moins rigides que moins strictes, on va dire, parce que moi je suis plus rigide qu'elle sur ce point-là, mais elle veut gagner les élections, donc elle sait très bien que sur l'avortement, il faut être un peu moins rigide. Donc, si je regarde son positionnement politique, elle est anti-russe, anti-Chine, donc même si l'oligarchie française est du côté russo-chinoise, là on voit qu'avec Poutine, elle ne peut que se mettre du côté ukrainien, parce que sinon elle serait du côté des agresseurs, mais elle dénonce jamais l'oligarchie française, donc la partie dirigeante du pays, Macron et les autres, comme étant des collabos des Chinois et donc des Russes. Donc il y a tout ça. Alors est-ce que ça ferait tomber les masques? Je pense que les masques ils sont déjà tombés depuis longtemps,
Mais je pense que oui, le niveau d'anti-américanisme remonterait dans l'oligarchie française. On pense à des gens comme Caroline Forrest, par exemple, qui est assez... on l'entend pas par rapport à Biden. La seule fois où on l'a entendu, c'était justement par rapport à l'avortement, avec Roe v. Wade qui a été annulé, et qui a été, en tout cas, voilà, maintenant ce sont les États qui peuvent choisir leur politique vis-à-vis de l'avortement. Et là, si Nikki Haley était élue, et on verra, ça montrera si Nikki Haley a une chance de devenir présidente des États-Unis, les attaques vont se multiplier contre elle, alors qu'aujourd'hui elles sont focalisées, c'est vrai, sur Trump, parce qu'il est largement en avance dans les votes. Donc je pense que oui, le fait que ce soit une femme, ça ne changera pas grand-chose, puisque en fait c'est l'idéologie. Elle est de droite, très clairement, elle est libérale, conservatrice, et ça ils détestent, c'est tout ce qu'ils haïssent. Vous parlez souvent de Jeanne d'Arc, mais si elle n'avait pas été là, on aurait peut-être eu une France anglaise puis protestante. Ce pays aurait alors pu profiter d'un développement plus important, qu'en pensez-vous? Et c'est ce qu'on appelle l'Uchronie. C'est toujours intéressant, les Uchronies, mais en l'occurrence, Jeanne d'Arc a été choisie par Dieu pour mener ce combat épique et triompher sur tous les plans, y compris en se faisant brûler, puisqu'elle est devenue une martyre et c'est la plus grande héroïne de l'histoire de France aujourd'hui. Et je prétends que c'est la première protestante de France aussi, et je le démontre dans mon Histoire chrétienne de la France. Donc, si elle n'avait pas été là, je pense que Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre. C'est pas les jeunes femmes vierges qui manquent pour mener le même combat. Et donc, après, si vraiment on pense qu'il n'y aurait pas eu de Jeanne d'Arc ni d'équivalent, donc l'Angleterre aurait colonisé potentiellement toute la France, c'est ce que vous voulez dire, et donc nous aurions pu profiter d'un développement plus important. Ça reste à démontrer, puisque à ce moment-là, si l'Angleterre avait couvert la France également, peut-être qu'Henri VIII n'aurait pas fait ce qu'il a fait non plus. Et donc peut-être que l'Angleterre ne serait pas devenue protestante ensuite. Vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec Jeanne d'Arc et Charles VII, il y a eu la pragmatique sanction de Bourges qui a limité l'influence de l'Église et qui a été le début du gallicanisme en France. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et ça a protégé la France d'influences néfastes de l'Église catholique. Alors, 7e question. Que pensez-vous de cette promotion faite aux homosexuels au sein du gouvernement Macron? Donc là, c'est les sujets, évidemment, où il ne faut pas aller, si on veut rester tranquille, bien sûr, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. En plus, ils le mettent en avant. Je veux dire, outre Gabriel Attal, il y a donc son ancien petit copain, avec lequel ils étaient pacsés, donc, Stéphane Séjourné, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. C'est quand même très grave d'avoir des gens comme ça pour un chrétien. Hein. Moi, je reconnais que quand j'étais athée, ça me faisait ni chaud ni froid. Mais en tant que chrétien, on suit donc la Bible, et la Bible déclare que l'homosexualité est une abomination. Donc ça ne veut pas dire que les homosexuels sont des sous-hommes, hein, je le dis et je le répète, pour un chrétien en tout cas, qui a bien compris le message de Jésus, mais que affirmer comme ça son péché, quand on est responsable politique et qu'on a le destin d'un pays entre les mains, c'est très grave parce que ça rejaillit sur tout ce peuple. Et que le peuple l'accepte sans oser dire quoi que ce soit, parce qu'en plus il y a un terrorisme intellectuel qui fait que c'est interdit maintenant. Libération dit il n'y a que les ultra-conservateurs qui peuvent remettre ça en question. Bon, je suis donc ultra-conservateur d'après Libération, et j'ai pas vu effectivement beaucoup de critiques, y compris des partis d'opposition. Bon, Mélenchon, c'est normal, mais du côté de Marine Le Pen, j'ai rien vu du tout, parce que du côté de Marine Le Pen, il y en a beaucoup aussi, figurez-vous. Et que là, il y a des révélations qui sont faites, pour l'instant un peu sous le boisseau, mais qui vont peut-être sortir. En tout cas, Monsieur Chenu est bien l'ancien directeur ou président de Guélib à l'UMP. Alors lui aussi, il était à l'UMP avant. Donc vous voyez, tous les partis de l'oligarchie sont touchés par ce fléau de l'homosexualité. À la limite qu'on soit homosexuel, moi, voilà, on est tous pécheurs, mais qu'on le mette en avant et qu'on en fasse sa politique et qu'on prône le LGBT, c'est ça le problème en fait. Et c'est ça que poussent notamment les Russo-chinois chez nous. Via TikTok, parce qu'ils savent très bien que ça détruit une société. Quand vous avez des gens qui sont, qu'on le veuille ou non, placés en exemple, et l'homosexualité ne peut pas être un exemple puisque c'est un péché. Tout comme l'adultère ne peut pas. Si vous aviez des ministres qui sont fiers d'avoir trompé leur femme ou leur mari,
et qui en fassent un élément déterminant de leur identité, on hurlerait tous en disant « mais c'est quoi ces conneries ?» Mais là, non, parce que c'est l'homosexualité et qu'on a sanctuarisé l'homosexualité par une loi déjà. Donc là, l'État limite notre liberté d'expression et fait d'un péché quelque chose de positif, une fierté, quelque chose à protéger. Et donc là, c'est une inversion telle des valeurs que on voit bien qu'on n'est plus chrétien du tout, et les catholiques eux-mêmes défendent, via le pape, l'union des homosexuels. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une preuve de plus de ce que je dis, et c'est là où les catholiques doivent se poser des questions vraiment sérieuses sur leur foi et les fruits de cette foi. Et moi, je les invite à devenir protestants, c'est-à-dire à croire en Jésus et à se baser uniquement sur la Bible. Parce que dans la Bible, il est bien dit que l'homosexualité est une abomination et que reconnaître les unions entre homosexuels, ça n'a rien de chrétien. Voilà. 8e question. Quel impact peut avoir le mouvement des agriculteurs en Allemagne? Alors, là, j'étais pas très au courant, j'avoue, parce que je ne peux pas regarder tout ce qui se passe. Mais donc, j'ai trouvé donc cet article qui résume un peu la situation à ce jour. Donc, réunion infructueuse avec les parlementaires. Les raisons de leur colère l'annoncent en décembre d'une baisse de subventions au secteur. Donc, ce sont des gens qui sont gavés de subventions via la PAC notamment, politique agricole commune. Donc, c'est là où on voit que l'Union européenne aussi n'est pas ultra-libérale, mais ultra-communiste. C'est l'UE-RSS qui distribue, qui vole donc de l'argent. Je crois que la France, on donne 7 milliards d'euros net chaque année. Et donc, une partie de cet argent va à la PAC, donc retourne à nos agriculteurs. Je crois qu'on donne 20 milliards, on récupère 13, ce qui fait une perte nette de 7 milliards. Et donc, c'est l'État, le super-État européen, qui n'a, d'après moi, aucune légitimité, d'autant plus qu'on a voté non majoritairement en 2005. Mais bref, ça, c'est pas grave, apparemment. Donc, les agriculteurs allemands bénéficient de la PAC et d'autres subventions, et là, ils manifestent parce que le gouvernement allemand, qui est pourtant de nature socialiste, a décidé de baisser ses subventions. Alors là, on ne comprend plus, et moi, je ne peux pas soutenir un mouvement qui bloque déjà, donc ça fait un peu penser aux Gilets jaunes, qui bloque et qui demande plus de subventions. Bon, bah, désolé, mais quelle que soit la finalité de ce mouvement, il est communiste ou socialiste, si on veut être gentil, de nature, quoi. Voilà, quand on demande plus de subventions, désolé, c'est pas la bonne solution. Voilà. Après, je peux pas en dire beaucoup plus. Si certains sont très enthousiasmés par ce mouvement et qui pensent que ça va faire tache d'huile et que c'est bien, quel que soit le type de mouvement qui s'oppose à Scholz, c'est bon à prendre. Bah, je suis désolé, si tout mouvement qui s'oppose à Macron est bon à prendre, à ce moment-là, vous allez être pro-Mélenchon. Et moi, je ne suis pas pro-Mélenchon. Alors, 9e, je souhaite vous poser la question en titre de l'émission avec Daniel. Où va la droite? Si vous faites la FAQ après l'émission, ce sera l'occasion d'en faire un débrief, par exemple. Eh bien, c'était une bonne émission. Je pensais que Daniel, comme je lui ai dit, interviendrait plus, mais il est sur sa chaîne, il fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, il m'a bien laissé la possibilité de m'exprimer. Et les sujets étaient intéressants. Je pense que les gens étaient intéressés. Ça fait plus de 12 000 vues. Et donc, c'était une bonne émission. Voilà. Les commentaires n'étaient pas toujours très, très agréables, mais on connaît les racialistes, certains racialistes sur la chaîne de Daniel qui n'aiment pas qu'un non-racialiste, c'est-à-dire même un antiraciste proclamé comme moi, mais de droite, puisse s'exprimer. Je pense que c'est une erreur parce qu'il se coupe d'un mouvement qui est ultra majoritaire en Occident, qui s'appelle la droite, et la droite, elle est majoritairement antiraciste. Hein. Donc, généralement, le racisme ou le racialisme est classé à l'extrême droite. Et d'ailleurs, il vient souvent de la gauche, puisque faire une distinction même entre les races, c'est du racisme, et donc la gauche fait une distinction entre les races, en disant il y a des minorités qui sont discriminées, donc il faut les aider, etc. Ça, c'est du racisme, et moi, je ne suis pas sur ce logiciel, comme vous le savez, et certains, dans l'audience de Daniel, me le reprochent, c'est leur droit, mais de ce fait, ils excluent la plupart des leaders, y compris Javier Milei, y compris Bolsonaro, y compris Trump, qui ne sont pas racialistes. Et ils disent, tous ces gens-là sont des gens de gauche, alors
ça n'a pas de sens. La gauche est racialiste. Donc là aussi, il faut qu'il se pose des questions. Mais bon, ce n'était pas le sujet de la vidéo. Mais à part ces critiques que je trouve injustes et infondées, le ton de l'émission était intéressant et je remercie Daniel de m'avoir invité. Et s'il l'accepte, eh bien, je l'inviterai à mon tour sur ma chaîne dans pas longtemps. 10. Comment expliquer l'emprise du wokisme dans les milieux universitaires alors que ce sont des gens qui ont fait de nombreuses années d'études? Oui, bonne question. Bah, les années d'études, ça n'empêche pas de devenir dingue, hein. Donc, vous avez l'exemple fameux, c'est celui des nazis, qui étaient des gens très cultivés et qui, pour autant, sont devenus complètement dingues et sont tombés dans le totalitarisme le plus bas, ont commis donc ce génocide, ont voulu conquérir la terre et voilà, c'était des gens très éduqués, très souvent on les voit aller à l'opéra, etc. Donc, bah, le wokisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes diplômé que vous êtes éduqué déjà. Il faut faire la distinction. Un diplôme, c'est souvent la capacité, et je dis ça, moi j'ai 2 diplômes supérieurs, donc j'ai un bachelor et un master, mais un diplôme, c'est souvent la capacité à recracher des connaissances qui vous ont été transmises sous la forme où on vous le demande. Donc, ce n'est pas vraiment une preuve d'intelligence, c'est surtout une preuve de docilité et de capacité d'emmagasiner, de synthèse. Voilà. Donc, ça ne fait pas forcément des gens intelligents, ça peut y contribuer, mais l'important pour la connaissance, c'est la manière dont on s'en sert. Or, les nazis, les woke et la gauche en général, qui tient aujourd'hui l'université, hein, s'en sert pour faire le mal. Voilà. Donc vous trouverez, alors c'est pas une garantie non plus que des autodidactes soient dans le bien, hein, ça marche pas comme ça non plus, mais c'est le fait de faire des études, même poussées, ne garantit pas du tout que vous soyez quelqu'un avec de bonnes idées au bout, puisque si le communisme tient les universités aujourd'hui, comme c'est le cas en France ou ailleurs, avec le CNU en France par exemple, eh bien vous finirez par devenir communiste. Et ça, j'ai été très surpris de le constater chez Philippe Fabry, qui était incapable, qui a fait donc des études très poussées, je crois jusqu'au doctorat, et qui était incapable de lire Golitsyn et de le comprendre. Voilà, comme on juge un arbre à ses fruits, là j'ai pu juger la capacité de Philippe Fabry à comprendre le réel, hein, ce qui est sur son domaine de prédilection, hein, qui est la géopolitique et la géostratégie. 11. Quelle est l'influence, selon vous, des industries occidentales, armement, labo pharmaceutique, énergie, pétrole, finance, dans les dernières crises qui touchent l'Occident, subprime, Covid, guerre en Ukraine? J'observe en effet que ces crises, qui sont à l'origine de la privatisation des dettes publiques, ont principalement profité à ces industries. Donc, question très intéressante. Je ne vais pas pouvoir y répondre là en quelques minutes, hein. Il faudrait 2 heures. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, les industries occidentales sont dirigées par des gens. Alors en France, c'est un peu spécial parce que souvent ils viennent de la caste et souvent sont des. Si vous regardez par exemple le CAC 40, avec le comité France-Chine par exemple, hein, qui représente les 3/4 du CAC 40, Bernard Arnault, Polytechnique, etc., sont des gens qui font partie de la caste énarchique ou polytechnicienne. Quelle différence entre un Bernard Arnault polytechnicien et une Elisabeth Borne polytechnicienne? Quelle différence entre, je pourrais vous citer 100 énarques qui dirigent des boîtes du CAC 40 ou des grosses administrations ou des grosses ETI, quelle différence entre eux et Macron ou je ne sais quel énarque, Édouard Philippe ou un autre? Il n'y en a pas en fait, c'est les mêmes. Donc là, on voit bien que l'industrie française, par exemple Dassault, c'est un prolongement de l'État. Donc en France, plus votre État est gros, plus le domaine, le marché est réduit. Et donc en France, on est très proche quand même d'un pays socialo-communiste. Disons, d'un pays, on est très proche d'un système communiste. Voilà. On est un pays socialiste, ultra-socialiste même, mais on n'a pas encore basculé dans le communisme parce que il faudrait pour ça ouvrir des goulags. Alors on n'en est pas loin, hein, et puis on s'en rapproche tous les jours, mais voilà. Alors pour le reste, pour les industries occidentales, si on veut prendre les États-Unis par exemple, ils ont fait vraiment des erreurs grossières au niveau de Wall Street, à s'allier comme ça avec la Chine notamment, à délocaliser massivement, en France aussi, mais c'est parce que
je dirais, les gens qui dirigent ces grandes entreprises ou organisations ne sont pas des patriotes, vous voyez, sont des gens souvent très riches dès la naissance, qui ne voient pas la réalité des gens qui habitent le même pays qu'eux et qui se sentent, comme l'avait dit Raphaël Glucksmann, il se sent plus chez lui à New York, ou je ne sais pas quelle ville il avait invoqué, en compagnie de gens comme lui, plutôt que dans la Corrèze, ou je ne sais pas quel département il avait invoqué là aussi. Donc c'est cette classe mondiale, en effet, de gens qui peuvent passer d'un pays à un autre et parler l'anglais ou une autre langue, mais généralement c'est l'anglais, et ils vont avoir plus d'atomes crochus, vous voyez, entre eux, à parler des grandes questions mondiales. C'est pour ça qu'après, ils prônent généralement un gouvernement mondial, ils veulent des mesures autoritaires, et ils s'appuient pour cela sur le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique, ou je ne sais quelle idée inventée la plupart du temps. Et plutôt que s'il se retrouve avec un paysan du Cantal, alors il y avait un peu une exception, c'était Chirac, parce que lui, il venait de la Corrèze et c'était quelqu'un qui était dans le terroir, et il était très à l'aise dans les salons. Bon. Mais sinon, on a affaire à des gens, il y a plein d'exemples, je pourrais vous en donner un, pendant la pandémie de Covid, puisqu'on en parle, là, le virus chinois, vous aviez 3M qui faisait des masques pour des pays autres que les États-Unis. Et Trump avait été obligé de dire aux dirigeants de 3M, arrêtez vos conneries, maintenant vous faites des masques pour les Américains. Vous êtes Américains, mais en fait ces sociétés multinationales-là, elles sont plus vraiment d'un pays, puisque on le voit avec les GAFAM, on le voit, sont des sociétés mondiales avec des clients dans le monde entier, ou des usagers, ou même des pigeons. Pour les GAFAM, on est plus leurs pigeons. Et donc, leurs intérêts, ils ne sont pas liés aux États-Unis, croient-ils. Mais en fait, quand on est en guerre, on se rend compte que si, les pays, ça existe, l'Occident, ça existe, et les ennemis de l'Occident, ça existe aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir son camp. Et si on censure des histoires comme celle de Hunter Biden pour les GAFAM, ou si on distribue des masques à l'étranger plutôt qu'aux États-Unis pour 3M, on prend fait et cause pour l'ennemi, en fait. Voilà. Donc, il y a une part de responsabilité qui est assez évidente, parce que vous avez des gens qui sont plus intéressés par l'argent que par le fait que l'Occident continue, vous voyez, tout simplement. Et ça va changer, je pense, dans les années qui viennent, parce qu'on a vu les limites de cette illusion. Est-ce que vous allez refaire des émissions avec Jeff Nyquist? Oui, sans doute. J'ai rien contre. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça prend à chaque fois beaucoup de temps, parce qu'on les fait en anglais, et après, il faut que je traduise et que je double, et c'est très fatigant. Lui-même fait beaucoup d'émissions par ailleurs, donc là, je fais des résumés de ces émissions très longues, et là, je me bats pour faire un résumé d'une émission de 3h30 qu'il a faite avec un Allemand, donc ça prend beaucoup de temps, mais vous aurez, je parle aux souscripteurs de la souscription géopolitique, vous aurez normalement cette vidéo dans le courant de la semaine, je pense, parce que j'ai bien avancé là quand même. Voilà. Alors 13. Que pensez-vous de cette idée? Créer une liste de vidéos importantes depuis les débuts de la souscription géopolitique qui pourrait contenir tout ce qu'il faut savoir d'essentiel pour guider à la fois les nouveaux venus ou ceux qui se seraient abonnés tardivement. Eh bien, alors, c'est pas vraiment cette liste qui existe, mais alors là, je vais vous montrer. Voilà, c'est sur mon Patreon. Sur la page Patreon, je vais y revenir d'ailleurs, parce que j'étais allé un peu loin. Donc voilà, vous allez sur ma page Patreon, Jean Robin Média. Donc c'est patreon.com/Jean Robin Média. Vous descendez un peu. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être souscripteur. Et dans cette partie, qu'est-ce que Jean Robin Média offre en contrepartie? Vous avez le lien, et sur ce lien, vous trouverez les thèmes abordés dans toutes mes vidéos depuis le 17 mars 2020. Vous cliquez dessus, et vous allez arriver sur un article sur Patreon, auquel vous avez accès aussi sans être souscripteur. Et là, à la fin de cet article, vous avez un lien Excel. Vous allez pouvoir voir tous les thèmes des émissions depuis le début. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait des émissions plus importantes que d'autres. C'est à vous de voir. C'est selon les intérêts de chacun. Donc, voilà. Mais voilà, j'avais déjà réfléchi à cette question, en effet. Merci de me permettre de le montrer.
14e question, la Chine va-t-elle attaquer Taïwan? Donc, comme je l'ai dit, c'est probable, mais pas attaquer, ce sera plutôt un blocus, comme ils ont déjà testé quand Nancy Pelosi est venue en 2022, à l'été. Ça serait plutôt ce printemps, donc potentiellement. Il y a plusieurs personnes importantes qui ont dit que c'était une possibilité, que les conditions maritimes le permettraient. Et après cette nouvelle élection c'est pas un indépendantiste, mais c'est quelqu'un qui n'est pas pro-Chine, communiste, peut-être que Xi Jinping se dit c'est maintenant ou jamais. Voilà. Comme leur tentative de subversion de Taïwan n'ont pas fonctionné, clairement, ils vont peut-être passer à l'étape supérieure, surtout que ça ouvrirait un nouveau front. Alors peut-être ils vont attendre qu'il y ait un autre front qui s'ouvre, mais en même temps, leur fenêtre de tir au niveau géographique, maritime, elle est sur le printemps. Donc, est-ce que ça sera le nouveau front qui va s'ouvrir et qui va affaiblir encore les États-Unis et l'Occident, ou est-ce qu'ils vont attendre encore le printemps d'après? Ça, je n'en sais rien. 15. La Corée du Nord va-t-elle attaquer la Corée du Sud? Bon, ça c'est pareil, je ne lis pas dans le mar de café, mais c'est tout à fait probable aussi. Hein. Et le petit taré là, de Corée du Nord, Kim Jong-un, commence à s'exciter de plus en plus. Oui, il lance des missiles à tir-larigot, donc ça c'est avec l'approbation de la Chine, évidemment. Il ne fait rien sans l'approbation de la Chine, puisqu'il en est un État vassal. C'est comme la Biélorussie qui ne fait rien sans l'approbation de la Russie. Donc là aussi c'est possible. 16. Les manifestations des agriculteurs allemands vont-elles faire reculer les dirigeants communistes allemands? Voilà, je vous en parlais déjà un peu avant. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais des communistes qui feraient reculer d'autres communistes, je ne vois pas trop. 17. Comment l'Union soviétique a-t-elle perdu? Combien l'Union soviétique? Alors, vous dites l'Union soviétique, bon, les gens, ceux qui me suivent savent que je parle de reconstitution de l'URSS, mais je ne pense pas qu'on puisse encore parler d'Union soviétique. En tout cas, voilà, peut-être l'URSS en reconstruction, voilà, a-t-elle perdu de soldats et de véhicules blindés depuis le début de la guerre en Ukraine? 500 000 morts russes ont été évoqués par le renseignement britannique. Alors là aussi, j'ai regardé. Donc là, je vais arrêter cet écran-là et je vais partager avec un article, parce que du coup, j'ai cherché un peu pour avoir... voilà, et donc là, on a guerre en Ukraine, donc un article du 15 janvier, voilà, d'aujourd'hui. La Russie aurait perdu plus de 85% de ses chars sur le front en près de 2 ans, ce qui est gigantesque. Donc la Russie, dont l'arsenal de chars au début de la guerre en Ukraine comptait près de 3000 unités, pour comparaison, la France en a 200, hein, pourrait en disposer d'à peine 400 aujourd'hui. Donc elle serait à peu près au niveau de la France, une perte énorme qui interpelle et qui, selon Forbes, pourrait grandement influencer le cours des opérations sur le front. Malgré l'augmentation annoncée de la production de nouveaux chars, les observateurs restent sceptiques quant à la capacité de la Russie à tenir ses engagements. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors il ne faut pas trop crier victoire non plus, parce que la stratégie de la Russie, c'est d'être dans ce bloc communiste et d'essayer de tuer l'Occident de l'intérieur par la subversion et de l'extérieur par les différentes attaques, y compris nucléaires s'il le faut, donc y compris sur des pays baltes, y compris sur voilà, des stratégies de terreur. Les gars n'ont aucune limite et on peut s'attendre à tout malheureusement. Alors ensuite, Trump va-t-il réussir à dégager Biden et ses imposteurs et voleurs d'élections pour faire le ménage des verrues aux États-Unis? Voilà, un langage assez fleuri, donc on n'en sait rien. Et puis, alors Trump, c'est mieux que Biden, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus la panacée, puisque le gars est pro-russe. Il dit qu'il arrêterait ce qui peut devenir une troisième guerre mondiale. Moi, je pense qu'on est déjà en troisième guerre mondiale, comme vous le savez, et que quand il était au pouvoir, il n'a rien fait contre la Chine, qui avait pourtant déclenché cette troisième guerre mondiale. Et c'est vraiment ces clins d'œil appuyés à Poutine depuis longtemps me font dire que, malheureusement, ça ne serait pas la panacée. Moi, je préférerais largement Nikki Haley, qui est plus jeune, qui est, voilà, je pense que Trump a fait son temps maintenant, et avec les affaires du 6 janvier, il est complètement décrédibilisé. Un chef d'État légitime et, je sais pas, qui a vraiment l'étoffe d'un chef d'État n'aurait jamais participé au 6 janvier. C'était de la folie. Donc, est-ce qu'il a fait ça justement pour miner le parti républicain, sachant qu'il vient des démocrates, hein, donc il y a toujours ce doute.
Et il y a toute l'affaire Epstein aussi qui pourrait sortir et le mouiller, puisqu'il était proche d'Epstein, qu'on le veuille ou non. Donc je ne sais pas si Trump est le meilleur, enfin je suis même sûr que ce n'est pas le meilleur républicain pour redresser les États-Unis, et j'ai beaucoup d'espoir en Nikki Haley, qui a peu de chances d'être élu, c'est vrai, mais qui ferait, je pense, l'équivalent d'une Golda Meir, vous voyez, pour Israël, ou de Thatcher pour l'Angleterre. 19. Sur la conscription en Russie, Poutine ne prend-il pas un risque politique auprès des familles qui voient bien la finalité d'un conflit expansionniste inutile en envoyant à la mort ces jeunes recrues selon la méthode stalinienne tristement éprouvée? Ben voilà, la réponse est dans votre question, puisque Staline avait procédé exactement de la même manière en envoyant à la mort des millions de Russes, et il en a jamais... et pour autant, il n'a jamais souffert de cela, ou bien au contraire, son pouvoir n'a fait que se renforcer. Et c'est ce qu'on constate avec Poutine, malheureusement, parce que la population russe est maintenue sous une chape de plomb médiatique, politique, militaire. Donc vous ne pouvez rien dire là-bas, tout ce que vous pouvez faire, c'est partir, et même, c'est de plus en plus difficile, et on va vous chercher là où vous êtes, si vous êtes vraiment identifié comme un opposant, quoi. Salut Jean-Robin, comptes-tu reprendre les réflexions politiques et chrétiennes un jour? Oui. Ensuite, bon là c'était rapide. Ensuite, quelles sont les implications politiques du coup d'État en Équateur, surtout concernant l'Argentine? Donc là aussi j'ai regardé ce qui s'est passé. Alors en Équateur, c'est là, fin de la mutinerie. En Équateur, le point sur la situation après une semaine sous haute tension, donc ça date d'hier. Depuis une semaine, 136 personnes étaient retenues en otage dans des prisons équatoriennes après l'évasion d'un puissant narcotrafiquant. Donc je pense que c'est réglé, et tant mieux. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ensuite, 22. Que penser de l'absence de la France dans la coalition occidentale de défense contre les Houthis? Bah, ça ne fait que confirmer ce que je dis. Et donc, alors vous avez, j'ai vu une citation d'un professeur en innovation qui s'appelle Jed Babin, qui dit: partir en guerre sans la France, c'est comme partir à la chasse aux cerfs sans accordéon. On laisse derrière soi un tas de bagages bruyants et inutiles. Alors c'est un peu dur, mais bon, les Américains qui aiment bien châtient bien, sont un peu durs avec nous. Là, on a très clairement raté, une fois de plus, une occasion de défendre l'Occident, parce que les Houthis, c'est l'Iran, c'est les Russo-Chinois, donc voilà. Mais vous avez des gens pourtant pro-Ukraine, comme Madame Lasserre, n'est-ce pas, du Figaro, qui va défendre cette position du président de la République en disant bah, ça aurait créé trop de problèmes pour la France dans le sud global. Et en fait, c'est là où les gens dans l'oligarchie sont peut-être pro-Ukraine et anti-russe, mais ils sont très rarement anti-parti communiste chinois. Et c'est là où on le voit, la limite du discours de ces gens-là. Dès qu'on commence à toucher à la vraie politique pro-occidentale, ils disent ah non, là, ça irait trop loin. Oui, le même discours qu'on entendait et qu'on entend toujours d'ailleurs chez les pro-russes, en disant non, si on va trop loin, Poutine va s'énerver. Oui. Un discours que Mme Lasserre dénonçait. Mais alors, soit elle a un temps de retard, et parce qu'il y a un discours qui a évolué aussi chez certains, soit ces gens-là ont une limite à ne pas franchir, qui est la défense de l'Occident. Ça, non. On ne défend pas l'Occident, on défend éventuellement l'Europe, vous voyez, l'Union européenne, ça va. Et donc les Houthis, l'Union européenne, ils ne menacent pas l'Union européenne, vous voyez. Et puis, 23e et dernière question, comment expliquez-vous l'effondrement du niveau scolaire attesté par notre classement PISA? Pour ma part, je constate cette baisse de niveau en entreprise, en travaillant avec des jeunes diplômés Bac+5 qui ont de graves difficultés d'expression écrite et de concentration. Ça, je ne suis pas surpris, et c'est un tout, mais à la base, comme je le disais au début, c'est le protestantisme réformé. Quand vous avez une société qui est de moins en moins protestante, tous les indicateurs baissent. Ça peut être très rapide, comme à Hong Kong, qui était largement influencé par le protestantisme avant que la Chine communiste ne mette la main sur le territoire. Et Hong Kong faisait partie des plus hauts niveaux mondiaux dans des classements internationaux, y compris donc de PISA. Et depuis, ils ont dégringolé dans tout cela, de liberté fondamentale, de liberté d'expression, évidemment, etc. Donc, si on n'a pas Dieu, c'est le socle, là je parle de Jésus, évidemment, pas de Allah. Donc si on n'a pas Jésus,
comme socle, on ne peut pas construire ensuite une civilisation. On le voyait déjà en France au XVIe siècle, j'en parle dans l'histoire chrétienne de la France, les femmes protestantes étaient plus lettrées que les femmes catholiques, parce que les femmes protestantes lisaient la Bible, alors que les femmes catholiques allaient à la messe et écoutaient ce que le prêtre leur disait. Ça change tout. Donc, si on est aujourd'hui au XXIe siècle, on voit que les plus éduqués, généralement, moi j'éduque mon fils, effectivement, dans la lecture de la Bible, mais aussi des grands classiques. Alors, ça peut être une certaine bourgeoisie qui fait encore lire des livres classiques, et vous avez l'école de la République qui incite à lire des classiques aussi. Mais il n'y a plus le cœur, il n'y a plus le fond, il n'y a plus Jésus. Donc, c'est de la culture pour de la culture. Ça n'a plus aucun sens. Et franchement, lire La Princesse de Clèves, j'ai jamais compris l'intérêt de faire lire ce genre de choses. Candide, voilà, où on va pouvoir se moquer ouvertement des protestants à travers le personnage de Pangloss. Donc, ce que vous constatez, oui, ça serait difficile de ne pas faire ce constat, mais ceux qui sont les principaux responsables, c'est-à-dire les communistes, ne se remettent jamais en question. Et là, on le voit avec la polémique de la ministre de l'Éducation nationale. Les profs ne sont pas remplacés, les méthodes échouent lamentablement et on continue à les mettre en œuvre. Donc, c'est logique. En plus, viennent s'ajouter des attaques de l'extérieur comme TikTok, où les gamins passent des heures et des heures sur cette application pour décérébrer les gens, et notamment les plus jeunes et les plus influençables. Donc, c'est pas étonnant. On vit dans une société d'écran, mais l'écran doit être alimenté aussi par l'écrit. Donc, il faut qu'on revienne au livre, qui est la base là aussi. Il faut qu'on revienne à ce que nos grands-parents ont étudié et qu'on a abandonné, je veux dire, même l'étude du latin. Moi, j'ai pas eu la chance d'étudier le latin et le grec. Ça m'aurait peut-être ennuyé quand j'étais plus jeune, mais je vois aujourd'hui à quel point c'est utile pour connaître ne serait-ce que notre langue, et même pour la Bible, puisque la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, a été écrit en grec. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la culture générale, et on voit une chute fondamentale depuis 50 ans, notamment, et une chute qui s'accélère, puisque la subversion du communisme intérieur et les attaques extérieures mènent à cela. Il n'y a pas de secret. Donc il faut revenir à Christ et il faut virer le communisme et tous ses ersatz. Voilà, sans parler de l'immigration extra-européenne et de ses conséquences, puisque des populations qui sont d'une autre culture vont beaucoup plus difficilement apprendre que des Italiens ou des Polonais qui sont venus massivement au début du siècle et qui ont mis certes un peu de temps, mais qui étaient de la même culture, donc voilà, culture chrétienne, une culture occidentale. Quand vous êtes de culture islamique ou africaine, c'est pas la même culture. C'est comme si nous, on immigrait massivement en Afrique et qu'on doive se fondre dans la culture africaine, avec les marabouts, avec ce genre de choses. Ça ne marcherait pas, on n'y arriverait pas. Donc c'est la même chose dans l'autre sens. Voilà, eh bien, j'ai essayé de répondre au mieux. Merci pour tous les souscripteurs qui m'ont envoyé des questions. Ça fait toujours plaisir et j'espère avoir répondu à la hauteur de vos attentes. Donc encore une fois, si vous voulez les rejoindre et me soutenir, je ne vis que des souscripteurs et des lecteurs, donc vous avez le lien dans la description, ça commence à 3 € par mois. Vous aurez accès à 8 vidéos de 45 minutes en moyenne, voilà, et plus à 3 € par mois, et 4 vidéos supplémentaires par mois si vous passez à 6 €, et à 9 €, vous aurez accès à toutes les vidéos depuis le début, donc plus de 600, une véritable mine d'or, je pense. Quant à mon autre souscription, c'est plus politique sur la vraie droite, donc je défends un peu seul des principes chrétiens appliqués à la politique, donc contre l'avortement, pour la peine de mort, et puis contre le communisme, là aussi, mais adapté donc au contexte français. Donc là, vous avez le lien aussi pour cette autre souscription. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la nouvelle France libre. Salut.